Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue, et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder le Cryolophosaurus de Papo. Alors première chose, on va regarder l'aspect général, hein, encore une fois. Donc, euh, encore une fois, comme très souvent chez Papo, on a une pose qui est peu conventionnelle. Le seul problème que je verrai avec cette pause, c'est le questionnement. C'est un questionnement finalement. Voilà, est-ce que cette pause est correcte ou pas? Par exemple, on sait que si le T-Rex avait voulu se mettre dans une position similaire, il se serait brisé la queue, hein, parce qu'il était quand même extrêmement lourd. Donc pour le T-Rex, c'était impossible de se mettre dans cette position-là. Maintenant, pour le Cryolophosaurus, ça reste déterminé parce qu'il était quand même super léger par rapport au T-Rex et bien que il faisait à peu près 6 mètres, 6 mètres 50 de long. Donc ce qui est à peu près deux fois moins, un peu moins de deux fois moins la longueur d'un T-Rex qui lui devait faire entre 12 et 13 mètres, quoi. Donc voilà, est-ce que la position est correcte ou pas? Si c'est correct, c'est plutôt sympathique, hein, quand même. C'est encore une fois, c'est un coup de génie. Malgré le fait que je suppose qu'à la base le dinosaure devait tenir comme ça, donc la queue ne posait pas. Mais apparemment il y a un problème au niveau du centre de gravité. Alors est-ce que c'est au niveau de la sculpture, ça n'a pas été bien fait. Donc le mien se retrouve finalement en position de trépied. Mais au-delà de ça, non, je trouve que c'est plutôt efficace parce que c'est une position il y a plusieurs interprétations, hein. Moi, je l'interprète, cette position. Voilà, pour moi, l'explication, c'est que le dinosaure est surpris et qu'il est en train de regarder quelque chose qui se déplace, hein, au sol, forcément, et qui est plus petit que lui, puisqu'il s'est dressé sur les pattes, il s'est un petit peu relevé sur les pattes arrière pour avoir un meilleur point de vue. Donc moi, voilà, pour moi, cette position exprime la surprise. Ou alors il y a l'autre possibilité, hein, c'est le dinosaure qui encore une fois a repéré quelque chose au sol, et il s'est mis en position d'observation. Il est à l'affût et il se prépare finalement à bondir sur sa proie. Voilà. Alors au niveau de l'esthétique, encore une fois, on voit que là, au niveau des doigts de pied, je vais l'approcher un peu plus, voilà. On voit au niveau des doigts de pied, quand j'essaie de l'avoir vertical, on voit que les doigts de pied sont tendus. Il est appuyé sur la pointe des orteils. Les griffes sont individuellement peintes, hein. On voit bien, on voit bien les trois doigts de pied bien distinctement. Donc ça n'a pas été, c'est un même bloc, mais ça a été bien sculpté. Le dessous des pieds est sculpté aussi. Au niveau des bras, les bras sont scientifiquement corrects, hein, puisque c'est un dinosaure qui avait des bras longs, si on le compare à un dinosaure comme le T-Rex par exemple. Bon, alors je le compare au T-Rex parce qu'il avait des bras petits, mais je pourrais le comparer aussi au Majungasaurus qui avait des bras ridicules, au Carnotaurus ou au Rugops aussi. Ensuite, au niveau de la tête. Alors au niveau de la tête, c'est encore une fois, on est dans le scientifiquement correct, hein. On voit bien au niveau de l'œil, la partie sombre finalement, au niveau de la peinture, c'est une partie sombre qui a été soignée et qui vient renforcer ce décalage qui vient renforcer le décalage, oui, parce que c'est une partie creuse, hein. C'est là où c'est la partie creuse du globe oculaire. Et en dessus de cette partie-là, on retrouve une petite épaisseur, comme des sortes d'arcades sourcilières, mais qui font un petit peu le pourtour de cette cavité orbitale. Ensuite, en avant, bon, ben, c'est pareil, hein, c'est toujours dessiné en espèce d'ovale là, au niveau de mon doigt, j'en ai dessiné, mais c'est quand même peint à l'intérieur, donc c'est une cavité où il y avait des muscles, hein, qui étaient des muscles recouverts de peau, donc c'était pas une partie du crâne qui était pleine. C'est finalement une caractéristique qu'on retrouve chez la plupart des dinosaures théropodes. Au niveau de la mâchoire, bon, mais c'est encore une fois c'est correct. Donc quand l'animal a les mâchoires fermées, il y a les dents qui viennent se poser qui viennent recouvrir en partie la mâchoire inférieure. Alors je vais ouvrir la bouche.
Voilà. Donc la bouche a été ouverte, on voit que, alors là on ne le verra peut-être pas parce que la caméra est pas bonne ou alors il n'y a pas assez de lumière, mais l'intérieur, enfin le palais est sculpté. On voit que la langue aussi est sculptée en position plutôt dynamique, elle n'est pas rectiligne, hein. Donc là aussi en bas, au niveau de la mâchoire inférieure, la bouche a été sculptée aussi. Au niveau du cou, bon, ben, on a des plissures, hein, on a cette espèce de peau flasque là qui est peinte de couleurs différentes, donc c'est plutôt bien retranscrit. Donc là, est-ce que c'est des tendons, est-ce que c'est des veines, est-ce que c'est des artères, on ne le sait pas, mais en tout cas, bon, il y a un effet, on voit qu'il y a quelque chose, hein, on voit qu'il y a un vaisseau, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la crête, qui est sur le crâne, voilà, cette crête-là. La crête est bien placée. Elle est placée au niveau des yeux, enfin en dessus, un peu à l'avant du globe oculaire, mais bien placée à ce niveau-là. Elle a été respectée. On voit qu'au niveau des dimensions par rapport au reste du crâne, voilà, elle n'est pas disproportionnée. La peinture de la crête est plutôt sobre, hein, mais de toute façon, ça rappelle un petit peu la partie qu'il y a sur l'avant, là, sur l'avant du crâne, qui part de la crête jusqu'au museau. Donc on retrouve cette teinte de couleur pour accentuer encore une fois l'effet osseux. Donc, alors on ne sait pas exactement, bon, il y a de fortes chances pour que ce soit une crête qui ait été recouverte d'une pellicule, d'une couche de kératine. Quant à l'utilité de cette crête, vu comment elle est, en fait, c'est quasiment sûr que c'était pas une arme et c'était pas non plus quelque chose de défensif. Donc encore une fois, hein, ça devait servir d'apparat aux animaux pour se reconnaître entre eux au sein d'une même espèce. Peut-être qu'elle était colorée, peut-être que c'était une crête qui se colorait pendant la saison des amours, pendant la saison du rut, pour attirer les femelles et donc voilà. Pour les attirer et pour pouvoir se reproduire. Donc on revient au niveau du cou. Bon, là la peinture orangée est plutôt efficace, hein, c'est une espèce d'oranger rouge avec des petits points, c'est un petit peu couleur léopard là, hein, tous ces petits points noirs. Des épines, hein, des épines qui partent finalement de l'arrière du crâne à ce niveau-là et qui parcourent le long du corps avec quelques petits endroits où, par exemple là, ou là même, on voit qu'il n'y a pas de continuation, donc les épines s'arrêtent là et repartent à peu près au niveau des épaules. Les épines, alors on dirait qu'il n'y a qu'une seule rangée, mais en fait c'est deux rangées parallèles mais qui sont positionnées tellement proches l'une de l'autre que quand on le regarde de profil comme ça, on dirait qu'il n'y a qu'une seule rangée, mais en fait il y a deux rangées. Hein, il y a deux rangées. Donc globalement sur le reste du corps, bah, écoutez c'est pareil, hein, on retrouve là des espèces d'écailles osseuses au niveau de, voilà, là on voit un peu mieux, des écailles osseuses là au niveau du bassin, hein, au niveau des os de la hanche. On en retrouve quelques-unes là ici au niveau en haut, là voilà, en haut de l'omoplate. Donc on voit que l'omoplate est un petit peu sculptée, je ne sais pas si on voit bien de là. Mais là, enfin, moi je le regarde et je reconnais très distinctement l'omoplate à ce niveau-là. Donc là, ça c'est le pourtour de l'omoplate. Les griffes ont été encore une fois sculptées et peintes individuellement, hein. Donc encore une fois, on a un look au niveau de la peau qui est très reptilien. Là aussi, alors est-ce que c'est des vaisseaux, est-ce que c'est des tendons, est-ce que c'est des muscles à ce niveau-là, voilà, encore une fois. Donc c'est des petits détails qui renforcent le réalisme de l'animal. Au niveau des cuisses, ben là aussi, hein, c'est assez bien dessiné. Donc on retrouve la partie du muscle là sous la cuisse, la partie de dessus. On peut même envoyer, enfin moi j'en compte 4, hein, je compte 4 muscles distincts au niveau de la cuisse, donc c'est vachement bien dessiné. Avec sur l'avant, encore une fois, cette teinte orangée pour venir renforcer un petit peu la teinte qu'on a sur le dos, hein, qui parcourt finalement, qui part de la tête, qui fait tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au bout de la queue. Encore une fois, la queue avec des rayures qui font tellement finalement reptilien avec toutes les petites écailles qui sont sculptées là, hein, on le voit bien là à l'image, hein, on voit bien le détail de sculpture sur toutes les écailles. Donc ça vient renforcer encore une fois le look reptilien. Bon, après vous me direz c'est plutôt normal, hein, sachant que les dinosaures étaient quand même des cousins des crocodiles, des tortues et des serpents actuels.
Donc c'est normal qu'on s'inspire finalement des animaux actuels pour les teintes de couleurs, pour la reproduction de la queue, des écailles et des choses comme ça. Sauf au niveau des pieds qui eux sont, bon voilà, c'est un dinosaure théropode, donc au niveau des pieds on s'inspire clairement plus d'animaux comme par exemple les autruches, les émeus, les casoars, qui ont des pieds finalement très similaires à ce qu'étaient les dinosaures théropodes à l'époque, hein. Donc voilà pour globalement l'esthétique de la figurine qui est très jolie, encore une fois, c'est peut-être l'une des plus belles figurines de Papo à ce jour. Donc on va passer aux mesures maintenant. Donc l'animal, il mesure donc il fait 11,5 de haut. Il y a une longueur. Alors on va partir là plutôt ça. Hop. Il y a une longueur, on est dans un animal qui fait 14 cm. Voilà, donc maintenant si je le compare à un autre animal que j'ai déjà passé en revue sur la chaîne, c'est le Tupouxoara. Donc voilà, hein, si je les mets côte à côte, on se rend mieux compte de l'échelle du Cryolophosaurus. Voilà, donc après, libre à vous de vous imaginer sur un diorama que voilà, hein, le Tupouxoara vient de se poser au sol, il passe et le Cryolophosaurus est en train de le regarder en se disant miam miam, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, c'est honnêtement pas le genre de choses que je fais sur un diorama, mais pourquoi pas. De toute façon, tout est possible. Encore une fois, c'est de la fantaisie, quoi. Enfin, sauf que moi j'aimais quand même essayer de reproduire des scènes qui étaient logiques, donc je vais pas m'amuser à mettre deux dinosaures ou un dinosaure et un reptile volant, là en l'occurrence le Tupouxoara, donc je vais pas m'amuser à les mettre ensemble s'ils vivaient pas au même moment, ni au même moment, ni au même endroit. Donc voilà, bah, écoutez, c'est une figurine que je conseille. Je crois que le seul défaut que je pourrais, le seul vrai défaut que je peux émettre par rapport à cette figurine, c'est la couleur finalement qui a été, enfin la couleur. C'est pas vraiment la couleur, c'est plutôt la peinture, hein, parce que, alors je sais pas, peut-être qu'on le voit, ouais, là effectivement on le voit un peu. Ils ont choisi une peinture glossy, une peinture brillante. Je pense que des thèmes mat auraient été suffisants parce que je trouve que parfois, voilà, quand on le voit à la lumière, je trouve que ça brille un peu trop. Et à mon sens, voilà, à mon sens, c'est la seule erreur de la figurine, c'est le seul défaut que moi j'y vois. Parce qu'au-delà de ça, comme je vous dis, hein, pour moi, c'est l'une des plus belles figurines Papo sorties à ce jour et de loin. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette revue. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!